J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ce ne sont que des fragments. Rien n'est clair. Alors, ce que je vous propose, puisqu'il y a des avis discordants autour de la table, avant de vous écharper, je propose de faire un petit tour de table rapide pour savoir où vous vous placez respectivement. En 30 secondes ? Rapide. Et ensuite, on rentrera dans le vif du débat. Alexis. Écoute, moi, j'avais pas aimé le premier Dune de Denis Villeneuve, quand bien même j'ai de la sympathie pour le travail de Villeneuve, je le trouve pas extraordinaire en tant que cinéaste, mais il y a toujours des choses qui m'intéressent dans son cinéma et qui même parfois me passionnent. C'est le cas notamment de Premier Contact. J'aime aussi beaucoup son Blade Runner. Avec le premier Dune, ça avait coincé, parce que j'avais le sentiment d'assister déjà à un film de SF très rigide, très froid, très clinique, avec assez peu d'idées esthétiques, et puis surtout un gros trailer qui passait son temps à m'annoncer une suite sans jamais mener à terme les graines de son propre récit. Et donc j'attendais quand même un peu d'une 2 en me disant il va peut-être enfin se passer des trucs, ça va être spectaculaire. C'est encore plus mauvais que le premier. Voilà. Simon. C'est une bouillie informe, il y a pas de doute là-dessus, je suis d'accord avec Alexis, mais moi il y a quand même quelque chose qui me questionnait pas mal avec le cinéma de Villeneuve en général. Villeneuve, on le sait, il le dit, et puis il n'y a aucune raison de douter une seule seconde de sa sincérité, c'est un passionné de science-fiction. Et moi je pouvais pas empêcher de me demander comment ça se fait que ce passionné de science-fiction, tous ces films, jusqu'à ce qu'ils se mettent à la science-fiction, je les trouve au minimum intéressants et parfois brillantissimes, géniaux, comme Ennemi, comme Polytechnique. Incendie. J'ai des réserves sur Incendie, mais c'est un très bon film. Voilà, même Sicario, sur lequel j'ai de grosses réserves, c'est une proposition encore très intéressante. Comment ça se fait que ce type, dont je trouve la carrière assez passionnante, voire grande, jusqu'à la science-fiction, quand il bascule dans la SF, qui est pourtant moi un genre qui me passionne aussi, je trouve ça presque irregardable. Donc moi c'est un peu ce qui m'intéressait depuis longtemps, me questionner sur la carrière de Villeneuve. Et pour le coup, il me semble que Dune 2 va tellement loin dans la destruction de toutes les notions de base du cinéma que là j'ai compris. Sophie. Moi je suis très triste parce que c'est pas un argument critique recevable, juste c'est chiant en fait. Je suis hyper déçue, j'aimais déjà pas beaucoup le premier parce que pareil, je trouve qu'il y a une notion d'ennui qui est terrible. Je me demande où est passé le divertissement, où est passée la notion de fougue, d'aventure, de vibration. Et je reviendrai dessus, mais pour moi il y a un vrai souci d'écriture et un vrai souci de montage, et non pas de montage de séquences, même si là aussi j'ai des choses à dire, mais sur une espèce d'harmonie entre ce qu'on va montrer des méchants et ce qu'on va montrer des gentils, et comment on va essayer d'équilibrer le récit pour nous créer une tension narrative comme on a pu le faire par exemple dans Star Wars, notamment dans la première trilogie. Et là je trouve que ça passe complètement à côté. Je trouve que les personnages sont vides, je trouve qu'ils sont mono-expression, et je trouve pas le film hideux, loin de là. Je trouve qu'il y a des effets visuels plutôt agréables, mais il manque un petit, ne serait-ce qu'une toute petite source de vie pour pouvoir m'attraper en tant que spectatrice, même avant même de critique, juste en tant que personne qui a payé pour voir un film divertissant. Arthur. Je pense que les trois personnes autour de moi sont aigries comme la pisse, mais je pense que je suis un petit peu de la vieille trop pisse. comme de la vieille pisse bien rance. Je pense que je suis un petit peu trop dans le trop inverse, dans le sens où moi je suis un vrai fan de Denis Villeneuve, mais vraiment fan dans vraiment la définition même du mot. J'avais trouvé le premier Dune parfait de bout en bout. Pour l'avoir revu juste avant, je le trouve exceptionnel. Je vois pas grand chose à lui reprocher. Je trouve le 2 un tout petit peu en deçà, mais je le trouve brillant. Je le trouve incroyablement courageux, et je trouve que réussir à faire un film comme ça dans l'industrie hollywoodienne de 2024, c'est unique, c'est exceptionnel. Donc je suis sans doute trop dithyrambique, comme les trois sont sans doute trop volontairement opposés à moi parce qu'ils aiment se battre et parce qu'ils pensent que ça va ramener plus de gens à écouter le podcast. Mais non, pour moi c'est très 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 grand. Alors, je sais que vous avez tendance à oublier que j'existe, je vous en veux pas, non, mais vas-y, et que Nicolas, je parle trop aussi parfois, mais bon, ça, c'est, tu peux le faire plus court, par contre, s'il te plaît. Je suis ton seul allié autour de la table. Non, j'ai besoin de toi là. J'ai vraiment besoin. Parce que autant que tu veux. Non seulement je suis d'accord pour dire que Villeneuve est un excellent réalisateur, et moi je trouve qu'il n'y a pas de faux pas dans sa carrière. Et deux, pour dire que Dune, je sais pas à quel point vous avez dormi pendant le film ou vous êtes pissé dans les yeux avant de rentrer dans la salle. C'est compliqué de dormir quand même. Par rapport vraiment au tout venant des blockbusters de science-fiction, il n'y a pas de comparaison possible. On peut critiquer le film sur tel ou tel point, mais déjà Dune, moi très beau jeu de mots. Excellent.
il faut adapter Dune. Je veux dire, bien tout le sûr. monde s'y est cassé les dents. Jodorowsky, Lynch, c'est un bouquin, quand on replonge dedans, moi je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est un bouquin difficilement adaptable, c'est un bouquin dans lequel il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un bouquin très lent, avec une temporalité très longue, avec énormément de dialogue à différents niveaux, c'est très difficile. Tous les choix que Villeneuve fait sont a priori les bons choix. Je trouve que la DA est remarquable, c'est d'une beauté plastique invraisemblable. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de vertigineux dans l'adaptation de Dune qui peut faire écho à l'adaptation de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, même si je pense que c'est beaucoup plus difficile et que c'est effectivement peut-être une science-fiction un peu plus exigeante et un peu moins accessible. Et enfin, un cinéma grand spectacle qui redonne ses lettres de noblesse à la science-fiction littéraire et qui est capable de montrer, non pas comme Star Wars, les gentils contre les méchants, les rebelles contre l'Empire, mais des vraies problématiques de religion, de fanatisme, des vrais enjeux de personnages qui ne sont pas des enjeux de « oh, je vais faire le bien ou je vais faire le mal », mais en fait, avec des personnages et des arcs narratifs extrêmement complexes. Donc moi, je suis heureux que ce film existe et réconcilie le cinéma à grand spectacle avec une science-fiction littéraire. Mais comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas d'accord. C'est donc... nous allons organiser une sorte de duel, c'est ça? Duel à 2 contre 3. Là, on est installé dans une espèce de ring de catch. Ça va faire mal. J'aimerais bien que pour lancer le duel, on ait le petit... la petite cloche non, pas la petite cloche, on pourrait avoir l'extrait dans Rambo, genre « Cette guerre, c'est pas moi qui l'ai voulu, mon colonel !» Ok, validé. Alors attention, duel. C'était pas ma guerre. Qu'est-ce qu'on fait, Arthur? On les laisse commencer? Un argument. Allez, un argument. Alexis. Bah écoute, moi sur le papier, il y a un truc que vous avez soulevé avec lequel je suis d'accord. Dune fait tâche, dans le bon sens du terme, dans le paysage des blockbusters actuels. Je dirais pas des blockbusters de SF, parce que des blockbusters de SF, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Je considère pas vraiment les blockbusters de super-héros comme des blockbusters de SF, puisque la mythologie super-héroïque est vraiment devenue un genre en soi, qui fonctionne d'ailleurs pas mal en vase clos. Il est évidemment question de visiter des planètes, etc. dans les univers Marvel, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir des super-héros faire des trucs super-héroïques. Tout le truc SF dans ces films-là, c'est vraiment du papier peint. Pourtant, Marvel se revendique de plus en plus. Bien sûr. De faire basculer son univers de plus en plus vers la SF, le multivers, qui sont des pures tropes de SF. C'est une décision mais très c'est tardive. pas tant des codes de SF que des codes de super-héros qui sont exactement. Ça reste des tropes de SF. Mais le truc, c'est que moi, pour le coup, là, il y a déjà un premier souci, c'est que ce que propose, à mon sens, Denis Villeneuve avec Dune, c'est pas une anomalie positive dans le système de production actuel. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est le niveau minimal. Quand on produit un film qui coûte ce pognon-là, ne serait-ce déjà que d'avoir des effets spéciaux techniquement très aboutis, parce que le film est absolument irréprochable à ce niveau-là, et il y a beaucoup de critiques qui l'ont soulevé, même des critiques qui n'aiment pas le film. Le fait est que c'est le minimum syndical. Et c'est pas parce que le reste d'Hollywood a perdu la boussole et nous sort des films qui coûtent 300 patates et qui ne sont pas terminés que faudrait d'un coup donner un bon point à Denis Villeneuve, qui lui, pour le coup, a fait le taf qu'on attendait de lui. On attend d'un cinéaste qui a un budget comme celui-là, qu'il ait des effets spéciaux parfaits. Surtout quand on voit The Creators de Gareth Edwards qui fait tout aussi beau. Qui lui, pour le coup, est une anomalie vraiment spectaculaire, parce qu'on se demande... Mais qui n'a pas de scénario. Du coup, il vient de se faire un pote. Moi... On a dit un argument. Non, mais moi le souci... Dune, il n'y a pas de scénario, vous êtes fous, quoi. Je vais y venir. Il y a un entretien du Times Magazine, je crois, où Denis Villeneuve a confié qu'il aimait pas trop filmer les dialogues, que ça l'intéressait pas beaucoup en tant que cinéaste. Du coup, je m'interroge, pourquoi, dans Dune 1 et a fortiori dans Dune 2, 70% des séquences sont dialoguées? Ça m'interpelle déjà, tu vois. Je me pose la question. Simplement parce que retourne au bouquin. Le bouquin n'est fait que de ça. Mais je suis au cinéma. Je suis au cinéma, je m'en fous de quoi ressemble le bouquin. Mais c'est des choix d'adaptation sur lesquels tu peux pas revenir, puisque ça se passe essentiellement comme ça. Et d'ailleurs, je suis il remplit les ellipses des livres. Beaucoup. Non, mais je suis bien d'accord. On a dit un argument. Je suis d'accord. Pardon de constater que du coup, comme 70% du film est dialogué et que ça l'intéresse pas beaucoup, moi 70% de votre gros film de SF super spectaculaire, c'est du chant contre chant. Et c'est toujours le même, toujours rythmé sur le même tempo, ce qui fait que le film me laisse sur un sentiment de pure monotonie, parce que je ne le sens jamais ni ralentir ni accélérer. Il est toujours à la même marche en permanence, ce qui m'empêche de m'impliquer autant que je le devrais dans les péripéties, parce que les péripéties vont aussi vite ou aussi lentement, ça dépend du point de vue, que les scènes de dialogue. Et moi, du coup, j'ai l'impression d'un film qui n'arrive pas à saisir l'énergie de son récit. Et les moments de pause ne durent peut-être pas assez longtemps ou sont pas suffisamment soulignés. Et à l'inverse, les péripéties, je trouve, sont
hyper expédié. Moi, je suis désolé, on en reparlera peut-être, évidemment sans spoiler, hein, mais le climax du film, pour moi, c'est un moment de pure frustration. Il est hors champ, il n'y a pas de climax. C'est ça, ouais. Et pour moi, je suis désolé, mais c'est un film qui s'embourbe dans des dialogues. C'était peut-être nécessaire pour ressaisir la substance du bouquin, je ne le remets pas en question, mais il y a un moment où je suis au cinéma, il faut qu'il se passe des trucs visuellement et esthétiquement, et moi, du chant contre chant pendant 1h30 sur 2h45, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. On a dit un argument, il en a fait 3. Donc, point par point. Déjà, premièrement, ce côté, il fait le strict minimum. C'est le seul. Donc, il y a un moment où, à partir du moment où on le note de la même manière qu'on note un film Marvel qu'on n'aime pas voir, je me suis arrêté avant le même, voir certains Marvel que vous jugez mieux que celui-ci, je suis désolé, ça n'a aucun sens. On est face à un cinéaste qui, quand même, refuse les fonds verts, tourne en décor naturel. C'est vrai! Oui, laisse-moi terminer mon argumentaire. On a dit un argument. Soyons fair play. Il tourne en décor naturel avec une seule caméra parce qu'il vient du documentaire et c'est vraiment un truc auquel il est rattaché. Et d'ailleurs, ce truc du documentaire, ça se voit pas que sur là. Il y a une très bonne vidéo du Monde si ça vous intéresse sur tout le travail sur le son et sur comment le son a quitté un peu ce que l'ASF a fait pendant 70 ans, savoir que de la musique et du mixage sonore électronique pour revenir à un truc plus organique. Le son sur Dune, c'est exceptionnel. Franchement, la vidéo du Monde est incroyable. Mais au-delà de ça, il tourne avec une seule caméra, dans décor naturel, dans le désert. On sait tout ce que ça implique. Et pourtant, il réussit à imposer, notamment avec Greg Fraser, son chef-op, une lumière qui nous permet d'avoir un désert comme on ne l'a jamais vu, qui n'est pas le désert carte postale de Laurence d'Arabie. Je suis désolé. Qui est un personnage à part entière dans le film. Je suis désolé. Ce type de travail-là, travailler comme ça pour une production d'une aussi grosse ampleur, c'est le seul à le faire. Et c'est le seul à le faire et il le fait, je suis désolé, moi je trouve de manière hyper impressionnante. Pour ce qui est du scénario, je vais te laisser toi Nico rebondir, juste pour revenir sur le côté monotone. Moi, je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, je trouve que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est comment il a décidé de scinder le premier bouquin Dune en deux. Le premier, qui est extrêmement riche en informations, qui est vraiment une introduction à l'univers où tu comprends tous les enjeux sociopolitiques, tu comprends qui sont les familles, comment, pourquoi, comment ça fonctionne, tu comprends tous les complots, etc. Pour t'emmener aux deux que Denis Villeneuve dit en interview, ce qu'il voulait, et depuis le début avec cette adaptation, c'était raconter la culture Fremen. Je suis désolé, mais pour moi, le contrat, il est là. Et en plus, là où pour moi, c'est pas monotone, c'est qu'il se passe des choses. Par contre, je reconnais qu'il y a 2-3 ellipses que je ne comprends vraiment pas. Je sais pas si c'est une histoire de... Parce que je sais que quand il écrit les scénarios, il est storyboard, donc normalement au niveau du montage, il enlève rien. Mais j'ai un peu l'impression qu'il avait un film de 3h15 et que la Warner lui a demandé de condenser un tout petit peu. Il y a des ellipses, notamment quand vous verrez la scène, vous le penserez à moi, quand il décide d'aller dans le sud. Il y a un moment, une direction qui amène à un cut qui ensuite, la scène suivante, il se passe Paul arrive à un endroit et je ne comprends pas d'où il vient, comment ça se fait. Voilà. Mais à part ça, moi, le rythme me tient de A à Z. Je trouve que l'écriture est pareil quand on lit Dune est hyper impressionnante parce que ce qu'il faut dire, c'est que Dune, alors c'est pas vraiment chapitré, mais on va dire que chaque petit segment est un discours interne à un personnage. Et donc, quand on change de chapitre, on passe à un discours interne d'un autre personnage. C'est pour ça que le David Leitch, il est imbitable. C'est parce qu'en fait, ce n'est que de la voix off en permanence. Et il réussit à évacuer ça tout en gardant la profondeur de la plupart des personnages. Non, moi, franchement, je trouve pas du tout monotone. Mais vas-y, Nico, prends le relais. Un mot rapide sur le scénario, puisque, encore une fois, ce qu'on attend précisément d'un film, ça n'est pas le curseur de pousser le curseur de fidélité à 100%. Ça n'aurait aucun sens d'être fidèle à 100% à un livre. C'est au contraire de faire des choix d'adaptation qui vont magnifier le matériau original. Or là, quand tu vois la façon dont il construit ces 2 chapitres de Dune, il faut préciser que le Dune originel, c'est 2 livres mis bout à bout. C'est Dune et le prophète de Dune. Le 3e tome, ça passe à une autre. On est beaucoup plus loin dans le temps. C'est le Messie de Dune et d'ailleurs, on s'y oriente. Mais là, je trouve que tous les choix scénaristiques qui sont faits dans un livre qui est notoirement difficilement adaptable parce qu'un livre cérébral, très bavard, qui a, il faut le dire, aussi un peu vieilli. Relisez Dune, c'est pas du tout... c'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est pas des lectures, c'est des lectures dont on garde des super souvenirs parce qu'on découvre ça souvent à l'adolescence. Moi, je l'ai relu il y a pas très longtemps. Je vais pas dire que Dune est un mauvais livre, mais je peux dire, par exemple, que chez Frank Herbert, il y a des livres que je préfère à Dune. Je trouve que c'est un grand livre. J'ai toujours cette curiosité de me dire pourquoi est-ce qu'en France, c'est toujours le numéro 1 des ventes de science-fiction année après année, parce que je trouve pas que ce soit un livre si facile et si page-turner que ça. Par ailleurs, mais pour finir, donc je trouve que tous les choix d'adaptation sont des bons choix, notamment ce qu'il fait dans Dune 2 du personnage de Sarah Ferguson, du personnage de Zendaya, qu'il arrive
à nuancer. Et alors, je suis d'accord sur le montage, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire autour de la table qu'il y a manifestement une version longue qui se cache derrière, ou qu'à un moment donné, il y a des choix et des coupes qui sont un peu brutales. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais encore une fois, c'est comme dans Blade Runner 2049. On peut trouver des défauts à Blade Runner 2049. Faire une suite à Blade Runner, c'était tellement casse-gueule d'une suite industrielle avec ce niveau de budget-là pour réussir à sortir ce film-là, qui n'est certes pas parfait, mais qui est ni une répétition, qui est ni une suite directe, qui est à la fois un hommage, en même temps un film totalement villeneuveien. Et ben, je trouve qu'il a réussi à s'approprier le matériau. L'ADA est géniale. Je trouve qu'effectivement, on l'a plongé au cœur des Fremen. Ce qu'il en fait, la façon dont on les représente, c'est magnifique. Cette espèce de peuple, ce peuple du désert, ce peuple de nomades, ce peuple de migrants expulsés, évidemment, ça résonne avec l'actualité. Évidemment. Enfin bref, je trouve que tous ces choix-là fonctionnent en plein. J'aurais certainement des petites critiques à faire, mais je ne vais pas me tirer une balle dans le pied parce que vous le faites très bien à ma place. Mais enfin, pour le moment, moi, je suis même un peu surpris. Parce que j'entends bien ton argument, Alexis, en disant ça devrait être le minimum. Mais vous pouvez pas mettre une étoile à Dune, ce qui est le score que vous mettez à Ant-Man 3, en fait. Il y a un moment donné, il faut être un peu rationnel. Quoi. Bah oui. Mais les deux sont beaucoup plus divertissants que Dune. Il n'y a pas de problème. Arrête, Simon. J'ai choisi le mot divertissant à dessein. Mais parce que même c'est bien la première fois que tu mets des seins dans ta bouche de cette façon-là. Bref, quand je vous disais tout à l'heure que je crois que j'ai saisi un truc, en tout cas que j'ai compris ce que je ne retrouvais plus chez Villeneuve, j'ai regardé, je me suis fait pas mal de séquences, parce que je n'allais pas non plus me taper 15 films là avant Dune 2, mais pas mal de scènes, de séquences, voire de longs moments, de longs passages de ses précédents films avant de découvrir Dune 2. Et j'ai été frappé, j'ai eu un petit déclic devant une scène de Prisoners que j'aime beaucoup, que je trouve assez emblématique. C'est un moment où Hugh Jackman interroge à coup de marteau, littéralement, Paul Dano dans une salle de bain. Comment est composé le plan ? On a une amorce au noir qui reprend en fait l'essentiel de l'image, et on a un cadre dans le cadre là-dedans, la salle de bain où il y a de la lumière, et on a ces deux personnages, donc ils sont dans un moment de tension très fort, un lent travelling arrière, et puis finalement se retrouve au centre de l'image ce bras tendu sur le point de s'écrouler de Hugh Jackman. C'est un plan qui est extrêmement graphique, c'est une image très composée, très marquante, c'est quasiment un tableau. Mais c'est une image de cinéma, et c'est une image qui est puissante parce qu'elle s'appuie sur des conflits humains très organiques, très forts, auxquels on peut s'identifier de manière évidente. Et c'est là où tout d'un coup, pour moi, c'est le sommet de l'équilibre de Villeneuve. Qu'est-ce que je n'ai plus du tout à partir du moment où il fait de la science-fiction, enfin pas à partir du moment où il fait de la science-fiction, mais qui commence à arriver quand il fait de la SF et qui pour moi mais s'atomise complètement avec Dune 2, c'est qu'en fait, depuis le début de sa carrière, il nous filme des humains qui sont en proie à l'oppression au-dessus d'eux de structures, voire de superstructures. Mais c'est des structures donc qu'il va faire apparaître avec sa caméra. À partir de Arrival, le problème c'est que ce type-là, qui est effectivement passionné par les institutions, les structures, les systèmes, il arrive avec la SF dans des systèmes où ces institutions, elles sont visibles, elles sont apparentes, elles ont la forme de vaisseaux spatiaux, elles ont la forme de super-usines. Et là, tout d'un coup, il est complètement paumé et il perd tout sens de la dramaturgie et de la narration. Un exemple très concret dans Dune 2, qui pour moi est un truc, mais qui est impensable. Mais quand je dis bien impensable, c'est impensable. Donc on nous dit waouh, c'est le moment de Danse avec les loups. Waouh, il va devoir s'initier à la culture Fremen. On va découvrir la culture Fremen. Il doit donc, le petit Polo, il doit traverser un bout de désert. On te le montre en un plan. La focale, c'est pas trop travaillé, donc tu sais pas si ça fait 10 km, 15 km, 200 bornes. Peu importe, bon, tu comprends dans le plan d'après où il est la nuit et on lui a donné un sac à dos que il va marcher un petit peu. Et là arrive Chani, alors tu fais déjà l'épreuve il est pas tout seul, mais ok, pourquoi pas, effectivement elle le rejoint et puis il y a cette relation naissante entre eux, ok, qui va lui apprendre la marche du sable des Fremen. Puis donc c'est un enjeu, c'est quand même une épreuve initiatique qui se déroule là. Et là hop, ellipse, il est en train de bouffer avec tout le monde, il a réussi son épreuve. Donc l'épreuve évidemment n'était pas suffisamment importante pour qu'on aille au bout, c'est assez étrange. Et là, on enchaîne sur, tiens, tu vas monter le verre. Tu comprends que ça fait un sacré bout de temps qu'il est en train d'apprendre. Mais donc ça, tu n'y as pas eu droit. On t'explique pas pourquoi c'est si important, c'est si machin, c'est si truc. Là, t'as cette scène du verre qui est en plusieurs étapes, très ritualisée. Mais on t'a pas expliqué le rituel. On t'a pas expliqué par quoi il fallait en passer pour gagner. Et donc, en fait, aucune de ces deux ou trois séquences n'a de sens en termes de dramaturgie. Il y a aucune montée. Et là, je me dis, mais comment c'est possible ? Et il a tellement envie de faire du contre-pied en tout comme ça, que pour moi, il sabote absolument chaque scène. La chevauchée du verre,
waouh, mais attends, moi je vais y aller, moi je vais faire de l'organique, je vais me coller au petit polo. Bah écoute, c'est génial, le petit polo, il est sur un verre géant de 3 km au milieu du sable, donc c'est super, on va avoir de la poussière. C'est vrai que c'est très intéressant en termes et de dramaturgie et de spectacle. Ah bah c'est complètement immersif et ça marche à don. Enfin, moi, j'y suis complètement dedans, je trouve ça super. Donc, Non. Bah, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je le dis juste pour que les gens se sentent pas complètement insultés par votre mauvaise foi. Mais c'est pas de la mauvaise foi, attendez les gars. Là, je viens de parler de trucs, je veux dire, il y a des bases, encore une fois, de narration et de dramaturgie qui ne sont pas dans le film, quoi. Pour revenir sur tes arguments concrets, je suis d'accord qu'effectivement, l'ellipse sur la scène d'initiation à la marche, elle n'a pas de sens. Encore une fois, c'est une question de montage. Moi, je pense que le film a été condensé. Par contre, moi, la scène du verre, chez moi, elle fonctionne à fond les ballons. Pareil. Bon, après, j'ai utilisé une expression de beauf. Mais elle fonctionne vraiment, tout simplement parce que moi, je vois depuis la fin du 1 qu'il y a un enjeu avec le fait de pouvoir dominer les monstres des sables. Et vraiment, on comprend l'importance. Et surtout dans les bouquins, on le sait. Et dans le film, on comprend aussi. J'ai pas besoin qu'on me montre l'entraînement. J'ai pas besoin qu'on m'explique tout son rituel puisque je le vois à l'écran. Je vois qu'il doit taper sur le sol pour trouver un endroit où c'est creux parce qu'il faut trouver les galeries. Je le vois installer son fameux répéteur. Je le vois essayer de comprendre vers où se situe le verre. Et je le vois se jeter dessus. Je le vois jeter les pics. Enfin, tout ça, c'est des trucs que je comprends tout à fait. Et en plus, moi, je trouve qu'il y a une vraie tension parce que même si évidemment, je me doute qu'il va y arriver. 1, c'est gigantesque, donc c'est très impressionnant. 2, la caméra me le fait vraiment suivre de près. Donc moi, il y a vraiment un moment où je ne sais pas où est-ce qu'il va, je ne comprends pas comment il tombe, et du coup, je me pose des questions sur comment il va s'y accrocher, comment ça fonctionne. Bref, sur le premier point, je te rejoins, Simon. Sur le deuxième, je ne suis pas du tout d'accord. Premier point, je parle en mon nom, mais je suis pas de mauvaise foi. Hein. Mon ennui était bien réel et il est tout à fait valable. Deuxième point, moi, ce qui me gêne particulièrement dans le film, donc je l'ai dit, pour moi c'est un souci à la fois de montage sur des séquences et notamment là on parlait de la scène du verre qui pour moi est une des scènes qui fonctionne à peu près dans le film. Il y a d'autres séquences qui fonctionnent, je dis pas que le film est à 100% raté. Le souci c'est que Simon en a très bien parlé, il y a un manque d'iconisation par les plans, c'est-à-dire que tout est très narré, tout est très expliqué, mais pour un film qui parle beaucoup de symbolique et de symbolique religieux, je trouve que l'iconisation par des plans, même ne serait-ce que par des mouvements de caméra ou par où tu places ta caméra pour placer un personnage au-dessus des autres ou pas, c'est quelque chose. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, certes, moi je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement la science-fiction, moi je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement non plus les grands récits hyper épiques, je suis pas une grande fan du Seigneur des Anneaux par exemple, cependant je suis une grande fan de Villeneuve. Je suis une grande fan de Villeneuve parce que là pareil, vous êtes un peu parti du postulat qu'on n'aimait pas, mais en fait c'est Simon qui a le plus de réserve. Qui pour le coup est de mauvaise foi. Bah oui, parce que fair enough. Moi, Prisoners, ça a été une de mes plus grosses claques. Premier Contact, j'adore. Enfin, vraiment, Polytechnique, Incendie. Enfin, vraiment, je pense que je les connais tous et plutôt bien. Moi, j'ai des réserves sur Blade Runner, mais parce que je n'aime pas de base Blade Runner, donc je pouvais pas être cliente. Comme je suis pas cliente de Dune, même si je déteste pas celui de Lynch. Et juste là, moi, ce qui me gêne, c'est la notion de combat. C'est-à-dire que je demande pas du sang, je demande un peu de violence. C'est-à-dire que non, mais ça a l'air anecdotique, mais il y a une scène d'arène qui est sur le papier une très très jolie scène. Il y a un vrai parti pris esthétique, il y a une notion très grande. Là, on parle toujours de ces films catastrophes où on se dit oh là là, c'est bête, on voit pas les gens. Bah là, moi, l'arène numérique, les petits personnages, les petits figurants numériques, mais je suis désolée, j'ai l'impression qu'ils étaient générés en IA, et je dis pas que c'est moche, mais j'avais l'impression d'avoir une espèce de masse sans réaction, sans tension, sans close-up, sans plan rapproché pour voir des vraies expressions qui pourraient donner une intensité, parce que le combat, en plus, n'en a pas. C'est-à-dire que moi, je ne demande pas à ce qu'il y ait des giclées de sang ou des boyaux ou des trucs comme ça. Mais par contre, dans le divertissement, je veux au moins que ça ait l'air de faire mal. Parce que là, il n'y a même pas un espèce de plantage de couteau dans une carotide. C'est-à-dire que fla, fini. Mais non, c'est un combat qui nécessite de la tension, qui nécessite de la peur. Parce que moi, j'ai été élevée avec ce genre de divertissement. Et que pour moi, c'est important, encore une fois, d'iconiser. Là, on a un super méchant qui est super bien incarné, entre guillemets, qui pourrait avoir la prestance, parce qu'il a un super comédien pour l'incarner, c'est ce que je voulais dire, Austin Butler. Mais sa caractérisation, elle tient sur un post-it. Il est méchant et il est juste caractérisé parce que il tue une de ses concubines, servantes-ish. Il tue tous les gens qui lui parlent. Non, mais... oui. Et encore, si c'était le cas, je voudrais voir un peu de violence, un peu de sadisme. Il a une scène avec la boîte, la super boîte qui fait mal, et on la voit pas parce que tous les moments qui pourraient susciter quelque chose de viscéral,
est enlevé à moi pour être remplacé par du dialogue. Peut-être que je dis pas que le film est une abomination. Par contre, la note que je lui mets 1, elle est juste comparable à mon ennui. Elle est comparable à ce manque de sentiments que je peux avoir pour des personnages qui ne font que dialoguer, où la caméra ne me donne pas un tant soit peu d'émotion. Et puis j'ajouterais que tu soulèves un point, et je serai très bref là-dessus parce qu'on va laisser la parole à la défense, mais tu soulèves un point qui est intéressant sur le personnage de Fade Rotha, qui est le gros antagoniste du film, joué par Austin Butler, et plutôt très bien joué par Austin Butler, je trouve d'ailleurs. Cet antagoniste, il est caractérisé de manière extrêmement directe. On nous dit, c'est un salopard à tous les niveaux. Déjà, il a une tête de salopard, il est complètement glabre, il a la peau tellement blanche qu'elle est presque translucide, il a une espèce il a les dents noires, il est répugnant, et en plus, c'est un taré psychotique qui va tuer n'importe quelle personne qui l'a ne serait-ce qu'un tout petit peu contrarié. Moi, sur ce scénario-là, je me dis, bon, bah ok, allons-y quoi. Les potards à 11 et on y va et on nous sort un grand méchant à l'ancienne, bien crade. Ce serait bien que la mise en scène suive cette caractérisation, parce que le moment où on nous présente ce personnage-là, il y a, je crois, 2-3 plans, et ça y est, le personnage existe, il est plein cadre, zéro suggestion, zéro build-up, rien du tout. C'est bon, il est là, et il tue quelqu'un, gratos, et voilà, c'est bon, on a caractérisé notre méchant. C'est expédié à la truelle, alors qu'il y avait moyen de faire monter un peu la sauce autour de ce personnage, quoi. Juste, ça c'est une réflexion que j'ai fait à Alexis, quand il y a son visage qui se découvre, donc il faut savoir que c'est une caméra relativement fixe, mais qui a un jeu d'ombre qui fait que son visage donc se soulève, il relève la tête doucement. C'est le même plan d'iconisation entre guillemets que tous les films où il y a Jared Leto qui fait un méchant. Un peu de choses près. Je suis désolée, hein, mais pendant 2 secondes j'avais oublié parce que j'ai des soucis de mémoire que c'était Austin Butler. Et je fais oh putain, Jared Leto. Ah non. Et je dis ça sans aucune ironie. Tu l'as très très bien défini, Alexis. Fade Rotha, c'est un psychopathe. C'est dans le bouquin, c'est ça, c'est son rôle, c'est sa fonction, c'est le fils fou et c'est le double maléfique de Paul Atreides. Donc, raison de plus du coup de nous montrer la scène de la boîte et de ne pas la couper comme un gros bourrin, quoi. Sauf que la scène de la boîte, on l'a déjà vu dans le 1, donc ça sert à rien d'en montrer. Oui, mais on n'a pas vu la réaction du méchant. Si c'est son double, il faut qu'on ait de la dualité. Elle n'existe pas, cette dualité. Sauf qu'il passe le test du gomme Jabbar et puis basta. Enfin, je veux dire, moi, la scène, on l'a déjà vue. Je comprends tout à fait qu'elle soit ellipsée. S'il l'a gardée, moi, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Là où je suis pas du tout d'accord avec Sophie, c'est que je trouve que justement, les partis pris de DA encore sur Jedi Pram, la planète d'Harkonnen, sont magnifiques. Tout est filmé en noir et blanc à cause du soleil qui est une étoile mourante et donc il y a quasiment plus de lumière. Et moi je trouve que cette scène, elle est très bien et elle plante parfaitement le personnage, parce que ce personnage, non seulement c'est un psychopathe, mais en plus, non seulement c'est un psychopathe, c'est un tricheur, et même quand il triche pas, il est plus fort que tout le monde. Et t'as quand même cette scène de combat où il y a une duplicité qui se fait entre le baron Harkonnen et son neveu, et où on se rend compte qu'il lui a tendu un piège et que pour la première fois, ce piège-là, pour voir s'il a une valeur, et ben en fait il s'en sort haut la main, parce que non seulement il est plus fort, il est plus vicieux, et en fait, et c'est ce qu'il va finir par faire, c'est-à-dire décimer toute sa famille pour prendre sa place. Mais moi je vois pas où est le problème. Au contraire, il est particulièrement iconique, je veux dire, avec sa tête blanche, ses dents noires et ses yeux fous. Enfin, je veux dire, c'est précisément, enfin, il a toutes les caractéristiques du personnage absolument incarné et de l'opposant parfait, quoi. Et reprends-moi si je me trompe aussi, Nico, parce que je l'ai lu maintenant il y a quelques temps, mais il me semble que justement Herbert, ça ne l'intéresse pas énormément les scènes de combat. Il les décrit quasiment pas. Il y en a pas. Elles sont ellipsées dans quasiment tout Dune. Donc je dis pas que Villeneuve a raison de ne pas les montrer ou enfin je sais pas, mais en tout cas je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Denis Villeneuve de rester le plus proche possible du texte, et donc il y a des moments où tu sens que j'ai eu la même frustration. En fait, j'ai vu le film 2 fois. J'ai eu la même frustration notamment sur le combat final. J'en dirai pas plus, que je trouve un peu court. En le revoyant, en fait, il est pas si court que ça, parce qu'en fait je comprends la logique dans laquelle ça s'inscrit, je vois la durée du film, je comprends ce que ça veut raconter. On n'a pas besoin d'un duel qui dure 15 minutes pour un simple combat. On n'est pas en train de regarder John Wick, on n'est pas en train de regarder Star Wars 3, enfin tu vois, il y a un moment Dieu soit loué. Tu vois, et donc je me suis vraiment posé la question. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment été frustré en me disant c'est dommage quand même, les duels ils sont un petit peu courts. En fait, en le revoyant, non, vraiment pas. Et moi, Fade Rotha, je le trouve incroyable, et je le trouve 1000 fois mieux que Sting dans Lynch, tu vois. Oui, ça oui. Puis surtout il a un rôle, il a un arc narratif, on passe un peu de temps avec lui. N'oubliez pas, dans le film de Lynch, il apparaît dans les 5 dernières minutes. Il va falloir à un moment arrêter de faire des comparaisons au bouquin d'Herbert ou au Dune de Lynch. On parle d'un film de cinéma qui doit exister en tant que tel. Il est possible que nous, on peut se rendre compte que quelqu'un s'en sort mieux d'un exercice que l'autre. Mais après, il n'est pas impossible que les 2 personnes qui adorent le film soient 2 personnes qui ont lu le bouquin. Ça, c'est vrai, c'est pas impossible. Et ça pose peut-être une question. Ça interroge sur la véritable qualité du film, du coup. Il y a quand même un truc que moi, je trouve incroyable dans le film, et notamment, encore une fois, dans l'industrie hollywoodienne actuelle, c'est que quand je vois Dune 1 et que je connais le parcours du personnage de Paul, je me dis, film exceptionnel. Sauf que moi, je sais que dans le bouquin, le destin de Paul, on le devine un petit peu dès le début. Il y a plein d'endroits où on glisse, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film 1.
Et donc j'attends le deuxième film en me disant, est-ce que Denis Villeneuve aura le courage et aura réussi à imposer à la Warner, arrête de rigoler Simon, de faire une évolution de Paul qui est celle que voulait Herbert, à savoir la critique de la figure messiaïque. Vraiment, Herbert voulait que ce soit un livre qui critique justement cette espèce de figure d'homme providentiel incroyable. Et quand je vois que tu deviens un tortionnaire à tout moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es un messie, tu finis par un tortionnaire et un meurtrier de masse. Et voilà. je suis désolé, si je suis vraiment terre à terre, quand je vois à la Warner qui finance un film où le personnage interprété par Timothée Chalamet, qui a été iconisé dans le premier film, a ce destin-là dans le 2, arrive là à la fin du 2, où on comprend très bien ce qui va se passer dans le 3, je suis désolé, que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le divertissement. Mais c'est pas courageux. Mais c'est tellement mal raconté. Attends, il y a deux choses distinctes. Moi, je trouve que c'est courageux. Mais c'est pas courageux. Il est coproducteur, il a le final cut. Ça marche comme ça. Hollywood, il fait ce qu'il veut de ses acteurs. Fin de la discussion. C'est pas courageux. Il a négocié des conditions au moment où il a commencé Dune, et c'était clairement soit j'ai le contrôle sur le film, soit je le fais pas. C'est pas courageux. C'est ce qui se fait à Hollywood depuis littéralement l'invention d'Hollywood. Tous les cinéastes le font. C'est pas ça mon propos, Alexis. Bah, si. C'est de dire que raconter ce destin-là de personnage, il y a personne qui le fait. Transformer un personnage principal incarné par un Timothée Chalamet, qui est le mec le plus bankable de la terre, que tu présentes dans un premier film, bankable, ça n'a rien à voir avec mais ça n'a rien à voir avec le film qu'il soit bankable. On s'en fiche. Timothée Chalamet ne va pas devenir unbankable parce qu'il joue un personnage ambigu. On s'en fout que ce soit Timothée Chalamet, on s'en fout que le personnage soit ambigu. Enfin, je suis désolé, mais je vois pas du tout où tu veux en venir avec ça. Ce que je veux dire par là, courage de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a actuellement aucune production qui paye un personnage quand on présente dans un premier film comme étant le héros par définition, joué par l'acteur le plus bankable de la Terre, pour le transformer en ce que devient Paul dans le 2. Je suis désolé. Mais Mais il n'y a aucun film dont le héros a une jambe en Patrick Duffy, et pourtant ça veut pas dire que ce sera un chef-d'œuvre le jour où ça arrivera. Enfin, je veux dire, ça n'est pas un argument. Non, ça c'est un épisode de South Park. Merci. Et par exemple, alors, vu qu'on est sur Paul, qui effectivement a un parcours qui est tout à fait singulier dans le paysage hollywoodien. Toi, ça t'embête pas dans le film que toutes les séquences où Paul est en conflit avec quelqu'un, mais aussi toutes les séquences où quelqu'un est en conflit avec quelqu'un, et ben la seule mise en scène et dramaturgie pour laquelle est capable d'opter Villeneuve, c'est à un moment, ça se conclut quand quelqu'un crie. Ça arrive à partir de sa première engueulade avec Dame Jessica, et à chaque utilise la voix. Utilise la voix, c'est pas la même chose. Pas du tout, c'est bien avant qu'il utilise. Il utilise la voix. Non, dès le début, pas que lui, c'est tous les personnages. Non, c'est lui, c'est Jessica, c'est tous les personnages qui ont accès à la voix, qui ont consommé de l'épice, c'est tout. Mais pas du tout, c'est le cas chez les Harkonnen, c'est le cas quand le Michel Leb Terracotta se prend la tête avec les autres. Bardem, ça, non? Oui, évidemment. Pour les auditeurs et les auditrices. Et c'est quand même terrible parce que alors bon, d'accord, c'est du hors-champ et c'est de l'ellipse, ça n'existe que dans les dialogues, mais t'as quand même l'idée de dire, tiens, Dame Jessica, on va vraiment la jouer comme une manipulatrice politique qui va utiliser les fanatiques pour fanatiser des foules. C'est une super idée. C'est pas dans le film, c'est un hors-champ et c'est de dire de phrases, mais c'est une super idée. Et que d'un côté, t'as ce concept-là et qu'en face, t'as Michel Leb qui vient de faire l'accent blédard en anglais, compliqué de chez compliqué, et qui te fait une espèce de caricature de fanatique qui est terrible. Les gars, je veux dire, c'est quand même, là le film devient d'un simplisme et d'une bourrinerie dans son discours qui sont quand même embarrassants, quoi. À quel moment le parcours de Dame Jessica est traité en deux plans et hors champ? Je veux dire, tu la suis, là, pour le coup, et c'est le deuxième, et c'est le deuxième personnage principal du film. Il est quand même et présent. Tu vois exactement tout son parcours, et il trouve même une astuce par rapport à Alia, la sœur de Paul, qui est pas du tout la même pour réussir à entretenir ce dialogue et à la voir basculer, qui fonctionne hyper bien. Et la levée et la fanatisation des Fremen, c'est quand même l'enjeu principal du film, qui est quand même remarquablement traité. Et c'est là aussi que le personnage de Zendaya prend tout son rôle, puisque c'est la seule qui semble conserver un éclair de lucidité et qui se rend compte du sacrifice qu'est en train de consentir Paul, puisque son choix d'évolution narrative, ça n'est pas un choix volontaire, mais c'est une sorte de fatum, comme le voulait Herbert, c'est-à-dire vraiment, voilà, le destin qui lui tombe sur les épaules. Et oui, malheureusement, je n'ai pas le choix, je suis obligé de m'engager dans cette voie, et je vais finir par massacrer des milliards de personnes dans la galaxie. Tant pis, j'assume ce rôle, et ça en fait effectivement ce que disait Arthur, un héros purement tragique, et des héros tragiques de cette ampleur-là, on n'en trouve pas beaucoup, voire pas du tout, dans le cinéma de divertissement hollywoodien. Bon. De ces 20 dernières années. Parce que dans le divertissement hollywoodien global, il y en a des tonnes. On est d'accord. Mais du coup, ça perd un peu en valeur quand même. Non, j'allais dire, vous la trouvez pas un peu monolithique, Zendaya, dans le film Alors pour le coup, non, ça je suis pas d'accord. D'accord, bon je suis toute seule là-dessus. Non, t'es pas toute seule, mais moi je comprends pas Zendaya de manière générale, donc. Ah ouais? Non, elle m'inspire rien. Mais c'est vraiment un truc subjectif, forcément. Oui, dans ce cas-là, moi aussi. Alors que moi, je l'aimais beaucoup dans la première saison d'Euphoria, mais c'est juste que là, j'ai l'impression qu'elle a deux expressions de regard qui veulent dire deux choses différentes, donc c'est déjà ça, hein, mais vraiment, elle a ce. Je suis suspicieuse, il y a un truc qui se passe mal, ou je suis en colère et déçue. Et de temps en temps, il y a un peu à.
Je suis un peu désireuse de Timothée Chalamet là tout de suite. Mais c'est vraiment si tout le monde est en contradiction, c'est vraiment un pur ressenti. Je trouve que son personnage est très bien écrit et il est d'autant mieux écrit qu'il s'éloigne du livre original. Arrêtez de nous parler du livre. Le livre n'existe pas sur l'écran de la salle de cinéma, les gars. Je suis désolé, si c'est une adaptation, à un moment donné, c'est une adaptation quand t'as accès à la source originale de l'adaptation, ça me semble logique dans un appareil critique d'utiliser la source de l'adaptation pour savoir ce que fait et quels ont été les choix du réalisateur. Le film doit exister en tant que film. Le film me et plaît moi je trouve tout seul en tant que film. C'est un gros problème. Je voulais entendre Simon parler de Zendaya. Simon, il aime bien Zendaya. Parce que par contre, tu vois, parce que justement, moi je ne suis pas de mauvaise foi. Je voulais souligner une des réussites du film, parce que bon, même si je trouve que Villeneuve ne sait pas quoi faire et donc ne fait rien, ni de la mystique, ni de la dimension spirituelle, ni symbolique de Dune, mais que sur l'aspect politique, il a un instinct, enfin c'est pas un instinct, parce qu'il a sans doute réfléchi, une idée qui tout d'un coup rend le film relativement en prise avec son époque et qui est assez maligne, c'est de jouer les différences entre ceux et celles qui veulent s'émanciper, ceux et celles qui veulent un messie, de le jouer sur un délire générationnel. C'est pas anodin que Stilgar et Dame Jessica soient, dans le film, je parle pas des comédiens, à peu près de la même génération, et que les plus jeunes, eux et elles, disent non, nous on veut pas un messie, on veut s'émanciper nous-mêmes. Et ça, je trouve que cette séparation qui, de mémoire, est quand même beaucoup moins prégnante dans le livre, ça marche pas mal, et ça fait un parallèle avec notre époque qui est assez rigolo. En vrai, je sais pas si rigolo l'objectif que je veux dire. Rigolo, je veux dire, qui est ludique, qui est marrant. Ouais. C'est une manière de relire le livre pour le connecter à notre contemporanéité qui est je trouve assez maligne, voilà. Non, mais après moi j'ai encore là aussi une raison, un truc qui me stupéfait dans le film. Bon, ça fait longtemps et ça a commencé avant la SF. Pour moi, ça c'est vraiment un truc qu'il a vraiment commencé à faire énormément avec Sicario. Que le truc de Villeneuve, c'est le pas de côté et c'est le j'ai déjoué tes attentes. Pourquoi pas? Je vais faire une poursuite et aller dans un embouteillage immobile. Je vais faire un film avec une héroïne. Non, en fait, le héros, on le voit dans les 20 dernières minutes. Je vais faire un film sur la guerre entre les cartels et les machins. Mais non, les institutions sont pas ce qu'elles sont, etc. Mais là, dans Dune 2, j'ai l'impression que cette volonté du léger dévissage, du pas de côté, de ne pas traiter comme attendu les éléments, prend des proportions mais qui sont très préjudiciables au film. C'est-à-dire que si tu veux, quand ton climax, c'est... t'as la scène où on explique la stratégie, où on dit là on va lancer les bombes atomiques, là on va envoyer les machins, vous allez faire ci, vous allez faire ça, que la scène commence et que là ça coupe, ça fait papa, 2 heures plus tard la bataille est gagnée, tu fais merde, c'était le climax. T'abuses. C'est pas vrai. Pardon ? Non, il y a une ellipse, c'est vrai, mais on voit le début de l'attaque et la scène elle dure au moins 5 minutes, 5-10 minutes. Sur 2h46 de film. Ouais, mais il y en a d'autres. Hein. Bref. Merci pour l'argument final de haute volée. Non, attends, un cran en dessous. Il y a d'autres scènes de baston. On va pas se mettre à minuter le film pour savoir quelles sont on est d'accord que. Enfin, encore une fois, on va pas revenir là-dessus. Il y a un problème de montage, il y a certainement un problème de timing, et qu'encore une fois. Villeneuve réintroduit des scènes qui ont été ellipsées, qui n'existent pas dans Dune. Est-ce qu'il en fallait plus? Est-ce qu'il n'en avait pas assez? Je sais pas. Moi, ce qui me sidère dans votre position et dans votre dureté vis-à-vis de ce film, c'est de ne pas être capable de relativiser la qualité de ce film par rapport, encore une fois, à la production moyenne. On ne va pas relativiser par rapport à une production qui meurt. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On va pas niveler vers le bas. Je suis désolé, niveler vers le bas, c'est juste... Je pense pas que ce soit un nivellement vers le bas. Bah si, c'est un nivellement vers le bas. Moi, je crois pas. Tu viens de dire qu'il fallait relativiser par rapport à la production actuelle. C'est faire du nivellement par le bas dans le texte, Nicolas. Je pense qu'il faut avoir conscience dans quel panorama culturel et cinématographique les films s'inscrivent. C'est exactement ce que je viens de dire. Bref, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Austin Butler, Léa Seydoux, David... faut peut-être pas tous les faire parce que ça commence à devenir. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt gros vert des sables à tête d'anus ou Éric Zemmour? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.